Bonjour à tous, bienvenue à Big si c'est votre première masterclass donc, ou re-bienvenue si ce n'est pas la première. Aujourd'hui on va parler CSRD. Je pense qu'on en a beaucoup parlé depuis le début de l'année, enfin même depuis presque 2 ans maintenant. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, notamment en début d'année. On a eu aussi les premiers rapports, la réglementation au niveau européen qui est un petit peu floue, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on s'est dit, on va être à quoi 7 mois, 9 mois après, l'Europe et son omnibus pour faire un petit point. Les premiers rapports, etc. Et donc, j'ai avec moi donc Fatima Zaraba, qui est donc directrice, cofondatrice de Entreprises Engagées, qu'on connaît bien à BPI, on collabore régulièrement. Et puis donc, moi, je travaille chez BPI France, Christophe Ménigaud, et j'ai piloté entre autres le projet de CSRD pour la banque BPI France. Donc, j'ai produit un rapport puisqu'on était dans la première vague. Voilà. Avant qu'on commence, est-ce que sondage rapide qui n'est pas, est-ce qu'il y a des entreprises, des entrepreneurs dans la salle, voilà, ou des dirigeants, voilà. Très bien, parfait. C'est juste pour ajuster un petit peu notre discours. Écoutez, donc on commence. Alors Fatima, donc consultante, cofondatrice de la firme Entreprises Engagées. Toi, tu as vu pas mal de choses, tu as accompagné pas mal d'entreprises depuis 1 an et même plus sur la CSRD. Quel premier bilan tu pourrais dresser sur les premières boîtes que tu as pu accompagner? Alors, un bilan où on avance d'un pas. Déjà, bonjour à tous. On avance et puis tout d'un coup, on s'arrête. Vraiment, c'est le pas de danse en avant, le pas de danse en arrière et puis après, on s'arrête parce qu'en fait, on ne sait pas trop comment prendre en main ce sujet-là, qui est un sujet compliqué pour certaines entreprises, pour certaines tailles d'entreprises. En fait, il y a des réalités d'entreprise qu'il faut prendre en compte. Et aujourd'hui, je voulais vous partager quelques retours d'expérience, quelques témoignages d'entreprises, parce que c'est ça, en fait, qui est important. C'est comment les entreprises vont s'emparer de ce sujet et comment concrètement ça se passe pour elles quand il s'agit d'appliquer une réglementation, puisque la CSRD, c'est une réglementation. Donc, je vous ai préparé quelques témoignages. Et en fait, en fonction de la taille de l'entreprise, effectivement, c'est un beau challenge que de faire ce reporting de durabilité. Donc aujourd'hui, même une entreprise cotée en bourse, il a fallu quand même, pour elle, décoder le texte réglementaire. Même si cette entreprise en question faisait déjà cet exercice de déclaration extra-financière, elle avait un gros travail à faire pour comprendre déjà les textes et ce qu'on lui demandait. Donc, le maître mot, si je puis dire, pour des entreprises de cette taille, qui sont concernées aujourd'hui encore par la CSRD, même avec Omnibus, c'est pragmatisme. Donc, comment je mets en place finalement un rapport de durabilité, une démarche de transparence et de communication avec un prisme qui va beaucoup plus loin que la DPEF, la déclaration extra-financière. Et donc d'autres témoignages, donc un rapport de durabilité qui va plus loin en termes de déclaration sur la gouvernance et aussi de manière générale sur les politiques d'une entreprise. Donc quelque part, c'est un exercice nouveau et comme vous le savez, la nouveauté, c'est compliqué pour nous tous, puisque c'est du changement et c'est aussi franchir peut-être une marche supplémentaire pour les entreprises. Si je peux me permettre, notamment, puis c'est ce qui est retranscrit de ce témoignage, c'est la transparence. C'est-à-dire que la DPE, l'entreprise était déjà habituée à une déclaration de performance extra-financière. Malgré ça, c'était quand même un exercice supplémentaire de transparence parce que, étant donné que c'est très cadré, beaucoup plus que la DPEF auparavant, il a fallu aussi se faire violence parfois, en tout cas dans certaines directions qui avaient peut-être moins l'habitude de partager des informations pour suivre la norme, effectivement.
Tout à fait. Donc, il y a un travail de décodage, de compréhension, de données aussi à aller collecter, où on va beaucoup plus loin dans un niveau de granularité plus important. Ensuite, la CSRD, c'est l'opportunité pour les entreprises de se poser des questions. De manière générale, quand on est dans une démarche RSE, c'est l'opportunité de se poser des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser. Et c'est d'autant plus le cas avec cette directive qui nous amène vraiment à aller questionner des sujets qu'on n'a pas l'habitude de questionner pour un comité de direction. À savoir, dans l'industrie, par exemple, il y a un sujet de sécurité, et ben on va aller beaucoup plus loin. Il y a des sujets de biodiversité, de climat, où on va questionner l'entreprise qui n'a pas du tout l'habitude de se poser ce genre de questions. Donc c'est une opportunité pour les entreprises d'aller finalement un petit peu plus loin sur des sujets où elle n'a pas l'habitude de se positionner et quelque part qui va venir apporter de la réflexion au projet d'entreprise et au modèle d'affaires de l'entreprise. Non, et chez nous, si je partage plus l'expérience BPI France, justement, donc je prends l'autre côté du micro, et donc en tant que producteur de rapports, donc BPI France, nous, on était déjà soumis donc à la déclaration de performance extra-financière les années précédentes, et je plus sois totalement le premier témoignage qui était que c'était vraiment un nouveau process. La DPEF, ça roulait bien chez nous. La CSRD, ça a été 20 mois de projet. Parce qu'on en a profité aussi pour s'outiller, pour remettre à plat un peu tous les chantiers de data, données ESG dans la maison. Donc on a vraiment souhaité en faire un produit complet dans la maison, de se mettre vraiment beaucoup plus à niveau. Mais ça a été un vrai projet. Ce qui a aussi beaucoup aidé, c'est que réglementation européenne, les spotlights, si je peux me permettre, étaient beaucoup plus importants sur ce texte. Et donc on a eu une vraie prise en main du sujet à haut niveau. La haute direction, le conseil d'administration, le comité d'audit. En plus, il faut qu'on passe également dans CSE, dans le comité social et d'entreprise. Donc, vraiment, outre les personnes qui contribuaient à produire le rapport, on a eu une vraie prise en main du sujet à tous les niveaux de l'entreprise, et notamment à très haut niveau, ce qui a permis de débloquer des fonds, des ressources, de l'engagement aussi, parce que c'est sûr qu'on a un peu plus l'aiguillon de dire, oui, les grands patrons attendent aussi des résultats, donc faut produire, quoi. Donc ça c'est clair. Nous, on a pris aussi le choix très vite de former nos contributeurs et les valideurs. Donc l'ampleur de la CSRD était telle qu'on embarquait des nouvelles équipes, des personnes qui n'étaient pas forcément impliquées sur les précédents process de divulgation. Et donc on a vraiment mis les bouchées doubles pour les accompagner, les former, pour que ça soit le moins douloureux possible. Comme je disais, on s'est outillé d'un logiciel pour la collecte. Donc ça aussi, ça a été très utile et très structurant pour la suite. Je pense que la première année, tout le monde s'habitue à un nouvel outil. Des fois, ça râle un peu. Enfin, des fois, beaucoup, mais ça râle. Mais au final, ça a vraiment facilité le travail. Et puis, c'est également ce que tu dis sur les aspects de communication, de présentation de l'information, beaucoup plus simple. Là, quand maintenant, moi, j'essaye de me comparer un petit peu aux autres entreprises du secteur financier, voir un peu qu'est-ce que les autres entreprises ont produit. Le fait qu'on ait des points de données, qu'on ait des choses très bien identifiées dans le rapport, fait qu'on va beaucoup plus vite à l'essentiel. Alors que la DPEF était pas forcément normée. On pouvait avoir 4 DPEF de 4 entreprises du même secteur et être incapable, infichu de comparer vraiment les entreprises. Là, c'est point à point quasiment, donc ça permet une meilleure compréhension de l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est le retour qu'on a eu. Si maintenant, on essaye aussi autre actualité, l'omnibus. Donc au niveau réglementaire, on a essayé de faire un point sur les diverses propositions à droite. Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes les petites propositions ici. Ce n'est pas le but de mon propos. C'est juste pour dire que c'est quand même bien flou. On ne sait pas trop où on en est, parce que si on regarde juste les seuils,
entre ceux qui sont le moins 10 ans, donc plutôt PPE, extrême droite au niveau Europe, et ceux qui sont plutôt plus 10 ans, mieux 10 ans, donc plutôt aile gauche du Parlement européen, où, voilà, où on a des seuils qui sont encore à 500 salariés et plus, alors que les autres veulent couper la CSRD en bas de 3000 salariés, on fait le grand écart. Faut savoir qu'au niveau européen, vous savez peut-être, hein, c'est une décision entre le Conseil, le Parlement et la Commission. Donc les trois doivent s'entendre. De ce qu'on voit des derniers pourparlers, on sera sans doute à un seuil à 1000 salariés. Donc les entreprises de moins de 1000 salariés seront vraisemblablement pas soumises. Par contre, après, est-ce qu'il y aura des seuils en termes de chiffre d'affaires, etc. Ça, on ne le sait pas encore. Donc c'est quand même assez flou encore, même si ça commence à se préciser. Et puis en parallèle de ça, c'est tout en bas, il y a une révision des ESRS. Alors derrière ce nouveau sigle européen, l'Europe aime beaucoup les sigles, hein, ce sont les normes. Hein, la CSRD vous dit vous devez faire un rapport, les ESRS vous disent qu'est-ce qu'il doit y avoir dans le rapport et comment vous allez l'écrire. Ce sont les fameuses données. C'est les données, voilà. Ça vous liste tous les points de données, toute l'articulation, etc. Et ça aussi, c'est en pourparlers. Le premier lot qui était quand même assez costaud à manger, donc même pour des boîtes qui étaient déjà habituées à du reporting, voilà, ils sont déjà en train de les changer, en tout cas de les tentatives de simplification. De réduire le nombre de points de données, même si c'est a priori plus une réduction d'apparence, puisque dans les faits, ils regroupent des points de données, mais ils n'en enlèvent pas vraiment, donc ça bouge pas. Mais ça aussi, c'est en discussion. Ça va arriver au mieux l'année prochaine. Donc pour l'instant, c'est un petit peu l'incertitude. Donc ce qu'on sait, c'est que les entreprises de la première vague, donc les grosses boîtes qui faisaient déjà des déclarations de performance extra-financière, elles continuent de le faire. Toutes les autres ne sont pas sorties du bois. Hein. Elles sont toujours techniquement dans la CSRD. C'est juste qu'avec l'omnibus, il y a un stop de clock. Ils gèlent les données, enfin ils gèlent le déploiement pour 2 ans. Donc s'ils n'arrivent pas à s'entendre sous 2 ans, les PME embarquent comme prévu auparavant. Donc voilà un petit peu. Enjeux politiques aussi. Alors, sur ce sujet. Alors, il y a des enjeux politiques, ça c'est oui effectivement. Il y a beaucoup de lobbying. On entend beaucoup de choses. Après, c'est vrai que c'est un gros travail. On l'a dit un petit peu pour les grosses boîtes. Néanmoins, c'est tout à fait accessible aussi. Hein. Par contre, effectivement, ça demande un certain investissement. Donc voilà. Voilà un peu sur le point. On aura une période de questions. Je ne l'ai pas précisé à la fin. Donc on pourra revenir éventuellement là-dessus. Mais fort de ces premiers retours, en fait, toi, en tant que consultante, et de ce petit point réglementaire où on a quand même beaucoup de flou, beaucoup d'incertitudes, on peut se poser légitimement la question. En gros, tout ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça veut dire pour mon entreprise ? Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? On attend, on continue ? Alors, il y a deux écoles. Il y a celles qui attendent, et c'est quand même la majorité des entreprises aujourd'hui. Et il y en a quand même quelques-unes qui se disent, bon, tant qu'à faire, j'ai commencé l'exercice, puisque quand Omnibus est arrivé, il y en a quand même quelques-unes qui avaient lancé la démarche, qui avaient investi sur le sujet et qui avaient donc commencé à faire l'analyse de double matérialité, le fameux outil qui permettait aux entreprises d'analyser les risques, les opportunités, etc. et de se mettre en fait en ordre de marche pour pouvoir rédiger un premier rapport de durabilité. Et donc, bien entendu, pour toutes les entreprises qui avaient envie d'y aller et qui avaient prévu de toute façon de s'investir, souvent ce sont des entreprises qui avaient un petit peu de moyens humains et qui pouvaient mobiliser un peu de temps et de ressources sur le sujet. Ensuite, il y a toutes celles qui, comme le dit une directrice financière avec qui je discute énormément, elle m'a dit « mon comité de direction, il est debout sur le frein ». Alors, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. En gros, on arrête tout et on attend. On voit de toute façon le planning s'étire. Donc, je peux prendre le temps de lancer mon comité de direction un peu plus tard sur le sujet. Donc, si c'est 2027, c'est pas plus mal. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces entreprises-là, quelque part, elles vont attendre effectivement que la réglementation soit plus claire. Mais malgré tout, elles ont quelques pressions
au niveau de leurs parties prenantes et en particulier de leur chaîne de valeur et de leurs clients. Donc, en fait, aujourd'hui, les retours d'expérience que je peux vous partager, c'est que beaucoup, notamment les ETI et en particulier celles qui sont en LBO, vont plutôt avoir intérêt à commencer à travailler sur ce sujet, à avoir une démarche volontaire sur le sujet, parce qu'effectivement, on a des comptes à rendre, soit un investisseur, soit un administrateur, parce qu'une banque aussi, demain, va peut-être être plus regardante sur les données ESG de l'entreprise. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une véritable stratégie pour l'entreprise, c'est une opportunité stratégique. Et moi, souvent, ce que je me dis, c'est qu'en France, on avait un avantage, et même en Europe, c'est d'être assez en avance sur les sujets environnementaux et donc une exigence peut-être un peu plus importante. Donc aujourd'hui, une ETI qui a conscience que finalement, quoi qu'il arrive, il faudra qu'elle commence à travailler sur le sujet. C'est une stratégie qui est payante, certes, où il faut investir au départ, mais quelque part, si on ne s'interroge pas sur son modèle économique et la viabilité finalement de ce modèle économique, comment on avance, quoi. Donc concrètement, les différents bénéfices, et ça c'est le témoignage du dirigeant d'une ETI qu'on accompagne, c'est effectivement d'avoir une démarche volontaire alignée à la CSRD avec plein de bénéfices pour cette entreprise parce qu'elle va avoir une attractivité plus importante sur plein de sujets. Et un impact financier non négligeable puisque plus de performance et aussi une capacité à mesurer les opportunités, les risques pour elle. Tout à fait. Et c'est vrai que là, on a fait un point réglementaire. On voit qu'il y a des ETI qui poussent aussi les aspects positifs. Hein. Les enjeux climatiques, les enjeux sociaux demeurent. Hein. Ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fait descendre la fièvre. Donc, pour les PME, il y a vraiment une opportunité ici à se saisir quand même du sujet de transparence. Et pour ça, c'est vrai qu'on a aussi, il n'y a pas que la grosse CSRD, la CSRD complète, on a aussi une norme volontaire qui est en cours de finalisation, hein, puisque le draft sont sortis il n'y a pas très longtemps. On attend leur confirmation sous peu. Il y a une norme volontaire qui est tout à fait accessible pour les PME, avec une approche vraiment graduée, avec un module de base, un module dit compréhensif qui lui est plus complet, mais qui reprend des données assez standards. Alors bien sûr, il y a le bilan carbone qu'on ne trouve pas comme ça d'un claquement de doigts, il faut se faire accompagner, mais oui, il faut se faire accompagner, mais qui est tout à fait accessible sur les données sociales, le nombre de salariés, ce genre de choses. Même sur les données de biodiversité, ce qui est demandé n'est pas hors d'atteinte d'une entreprise. Il y a des données aussi sur la consommation d'eau, de pollution, mais rien qui ne serait pas déjà demandé par une autre réglementation. Donc s'il n'y a pas d'une autre réglementation qui vous le demande, vous n'avez pas à le fournir. Donc au final, on a quand même quelque chose qui est assez bien mesuré, assez bien balancé pour une PME. Et qui, je pense, en fait, est un bon, peut-être un bon tremplin pour se mettre sur ces sujets-là et commencer à divulguer sur ces informations. Je ne sais pas si vous commencez à être un petit peu consulté, sollicité sur les normes volontaires. Alors, sur les normes volontaires, je vais être tout à fait transparente et honnête, non. C'est assez rare. En tout cas, les PME qui pourraient le faire, aujourd'hui, elles n'y vont pas. Déjà, elles essayent de mettre un peu de ressources pour effectivement faire un bilan carbone, avoir un plan de décarbonation, comprendre aussi tout simplement, je pense qu'il y a un sujet aussi de formation, d'accompagnement des comités de direction. Ça, pour moi, c'est fondamental. Un comité de direction qui ne comprend rien et qui n'a pas envie de comprendre, on ne va pas aller bien loin. Donc à un moment, je pense que c'est important que ces comités de direction, ces dirigeants se fassent coacher, accompagner pour qu'ils soient un peu plus à l'aise avec un sujet qui leur échappe un petit peu. Et puis, c'est pas en lisant la presse
qu'on va vraiment se faire une opinion sur le sujet. Bon, on parle beaucoup des sujets de durabilité, de climat, etc. Mais pour piloter une entreprise et sa stratégie, on ne peut pas piloter une démarche RSE ou des sujets de durabilité en silo. Il faut que ce soit intégré au projet de l'entreprise. Et ça, on a encore beaucoup de mal à le faire aujourd'hui. Et une PME, clairement, les dirigeants d'une PME, ils n'ont juste pas le temps de s'occuper de ce genre de choses. Et finalement, elles y vont quand elles sont un peu contraintes parce qu'elles ont un client important, un appel d'offres et qu'il faut justifier d'un certain nombre de données ESG. Et là, elles se disent, bon, quand même, ça a l'air quand même important comme sujet. Je rentre par cette porte et puis finalement, elles tirent la pelote et puis elles se rendent compte que c'est un sujet qui est stratégique pour l'entreprise. Après, on a quelques dirigeants qui sont aussi challengés à titre personnel. Moi, j'ai le dirigeant d'une boîte qui m'a dit, moi, c'est mes enfants qui m'ont dit, mais papa, tu diriges une grande boîte, tu fais quoi, toi, pour l'environnement concrètement? Mais tu fais quoi? Est-ce que tu mets en place des choses? Et donc, je pense que aussi les jeunes générations vont venir challenger un petit peu ces dirigeants d'entreprise. Et ça va être un vrai sujet de pilotage, de questionnement pour arriver finalement à intégrer ces sujets-là dans la réflexion du modèle d'affaires, du modèle économique de l'entreprise. Et tout à l'heure, tu me parlais on parlait finalement du pendant en 1929. Si tu pouvais partager. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pushback un peu sur justement ce reporting de durabilité, comme quoi c'est un coût, c'est compliqué, etc. Mais en fait, si on se projette un petit peu au siècle dernier, alors c'est même au tout début du siècle, en fait, jusqu'en 1929, les entreprises publiaient des états financiers en fait sur un coin de table. En fait, c'était une feuille papier. Il n'y avait pas de normes comptables. C'était pas du tout vérifié. Ça a débouché en 1929 sur un truc là qui a un peu plongé tout le monde occidental un peu dans le trouble. Résultat, un an après, la SEC se forme aux États-Unis et ils disent à partir de maintenant, fini la blague. Les états financiers vont suivre des normes. Et vous aurez un commissaire aux comptes, enfin un expert comptable, qui viendra vérifier point à point que vous avez bien fait vos calculs pour que l'information, on puisse se fier dessus. Les gens ont crié, mais se sont arrachés les cheveux en disant « Mais vous êtes fous, vous allez tuer le business ». 1930. On est presque un siècle plus tard. Je pense qu'il n'y a pas grand monde ici, ou en tout cas dans le secteur financier, qui se dirait les états financiers, non, pas besoin de les vérifier. Et puis bon, chacun peut prendre sa méthode parce que finalement, les chiffres, 1 euro, c'est 1 euro. Oui, c'est l'œil de Moscou qui. Et donc voilà, donc c'est assez fou de se dire que finalement, ça change très vite et ce reporting de durabilité, à mon sens, va aller vers ce genre d'évidence dans quelques temps. Et tu parlais de PME qui savent pas trop encore, mais il y a de plus en plus d'injonctions dans la chaîne de valeur avec des entreprises soumises à la CSRD qui, elles, ont besoin de données, qui ont besoin d'interroger leur chaîne de valeur, ne serait-ce que pour un bilan carbone. On ne peut pas faire son bilan carbone sans savoir si les produits que j'achète sont faiblement carbonés ou très carbonés, etc. Ou alors on a des proxys. Donc les grands donneurs d'ordre, eux, se tournent vers leurs fournisseurs pour leur demander de la data. Et c'est là que la VSME, la norme volontaire CSRD qui est en train de sortir, peut être un bon outil à regarder, puisqu'elle permet de préparer les PME de manière relativement soft, tout en se préparant à répondre aux questions des banquiers, des entrepreneurs, des grosses entreprises qui peuvent les questionner. Justement, les banquiers, les investisseurs, toi en tant que banque d'investissement, ce sont des données que vous allez de plus en plus regarder? Alors, c'est là où ça devient compliqué par rapport au mouvement qu'on montrait juste avant. C'est-à-dire qu'on est en train de remonter les seuils. Donc, il va y avoir de moins en moins d'entreprises potentiellement qui vont partager de l'information. Mais dans le même temps, nous, pauvres banquiers, pauvres entreprises du secteur financier, faut savoir qu'on a aussi des organismes de régulation qui nous demandent plus de choses, qui nous demandent d'intégrer davantage les risques climatiques, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Qui nous demandent des fois de capitaliser, d'intégrer ces risques dans nos risques prudentiels. Donc, c'est-à-dire physiquement, mettre de l'argent de côté pour anticiper ces risques. Or, dans le même temps, on nous enlève de l'information. Donc,
encore une fois, les banques, alors vous serez peut-être plus obligés, les entreprises ne sont peut-être pas tenues de produire de l'information de manière réglementaire. Néanmoins, que ce soit vos gros clients ou votre banquier ou votre investisseur, lui, il a besoin de reporter là-dessus et d'intégrer des risques. Donc, il va vous les demander, les questions. Donc je pense qu'on met beaucoup de focus là-dessus, effectivement, sur la CSRD, mais le besoin de données, il ne disparaît pas, en fait, avec la CSRD, à mon sens. Aujourd'hui, l'utilisation de la CSRD, pour le secteur financier, il est encore un petit peu difficile à évaluer, puisqu'il n'y a que la première vague d'entreprises, donc les plus grosses boîtes, celles qui publiaient déjà de l'info, qui ont été soumises à CSRD. Donc ça ne change pas aujourd'hui pour l'analyse, mais demain, effectivement, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de questions posées aux PME là-dessus. Et justement, si on se projette, toi, qu'est-ce que tu vois un petit peu dans les prochaines années, avec ton regard un peu de consultant Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de PME aujourd'hui et d'ETI vont se diriger vers la mesure de leurs données carbone, donc mesurer les émissions de gaz à effet de serre et de se doter d'un plan de décarbonation. Donc c'est une première brique qui est quand même intéressante pour les entreprises, d'autant plus que quand on travaille avec des grandes entreprises qui, elles, sont soumises à la CSRD, ces données sont importantes. Et donc, une entreprise qui n'a pas de bilan carbone, n'a pas de plan de transition, elle aura difficilement des données à fournir à ces grandes entreprises. Donc, ce qui va se passer dans les prochains mois, prochaines années, c'est qu'effectivement, de plus en plus d'entreprises vont mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre et se doter d'un plan de transition. Ensuite, les grandes entreprises, elles, vont aller beaucoup plus loin. Elles vont soumettre leur plan de transition à la science et notamment à SBTi parce qu'elles vont avoir des objectifs à 5 ans ou à 10 ans. Et donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé, très important, et notamment pour les banques, puisqu'il y a des enjeux très importants de collecte de données à ce sujet. Oui, tout à fait. Puis c'est vrai qu'en France, on est quand même généralement en avance sur ces sujets par rapport à nos pairs européens. En tout cas, certains pays certains n'ont toujours pas transposé la CSRD, même pour les boîtes qui sont censées y être soumis. Et puis, on a aussi quand même un petit peu une habitude en France de surtransposer. C'est-à-dire que par rapport au texte d'origine, on y va, on beurre épais un petit peu sur la réglementation quand elle arrive en France. Donc c'est vrai que ça reste quand même des défis. Néanmoins, on voulait quand même ouvrir la période de questions, non sans avoir quand même ouvert un petit peu la voie sur des pistes de solutions, puisqu'il y en a, et notamment pour les PME. Donc là, on a un certain nombre de ressources et d'offres. Alors BPI France, Cocorico, c'est des offres qui sont proposées par BPI France, mais sur lesquelles BPI France ne fait pas d'argent. Ce sont tout ce qui est diagnostic sont des offres qui sont financées par l'ADEME et tout, mais BPI France agit en tant que financement avec l'entreprise. Exactement. Donc il y a une prise en charge à hauteur de 40-50% en fonction des dispositifs de BPI France. Exactement. Et le reste à charge. Donc un subventionnement ADEME, BPI France. Exactement, qui peut être très intéressant, notamment pour les plus petites structures. Et en fait, pourquoi on en parle, c'est parce que ces dispositifs, alors qui datent d'avant, certains d'avant même, certains sont plus récents, mais peuvent être directement reliés à des enjeux qui sont traités dans la CSRD. Donc même si vous êtes une PME, même si vous embarquez sur une norme volontaire, il y a un certain nombre d'accompagnements qui vous permettent de prendre les sujets en main et de commencer à agir, se doter de plans d'action, mesurer, évaluer. Voilà, donc ça peut être un premier pas. On a aussi, au tout début de l'été, lancé un guide pratique pour la CSRD, donc qui vise vraiment les PME, les ETI, celles qui ne sont pas forcément encore lancées dans la CSRD, pour partager de l'information, partager aussi notre expérience, comment on l'a fait chez BPI France, et puis comment est-ce qu'on peut le déployer dans des plus petites entreprises. Donc c'est gratuit, allez-y, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, et ça, je pense que c'est
voilà, c'est un bon tremplin pour démarrer. Alors là, je vois qu'il nous reste une petite quinzaine de minutes. Conclure avec, en résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de la CSRD. Donc, la CSRD, c'est une opportunité de pilotage stratégique pour l'entreprise. Donc, vraiment le voir comme une opportunité plus qu'une contrainte. C'est une exigence de transparence des données, de la performance qui s'accroît. Donc ça, c'est important de le garder en tête. Ça implique toute la chaîne de valeur. Donc aujourd'hui, une entreprise, elle n'est pas toute seule. Donc si on veut s'intégrer correctement dans cette chaîne de valeur et continuer d'exister, même si on sort du champ d'application de la CSRD, c'est important d'avoir en tête que si demain on collabore avec des grandes entreprises, elles sont encore... elles sont dans le champ d'application et donc elles ont cet exercice à faire. Et mieux vaut anticiper les changements plutôt que de les subir. Donc moi, c'est ma conclusion sur le sujet. Donc effectivement, c'est compliqué à mettre en œuvre, c'est pas simple. Mais c'est comme à l'époque, quand il fallait sortir un bilan financier pour les entreprises, c'était compliqué. Donc aujourd'hui, celles qui vont anticiper sur ce sujet pour avoir un rapport de durabilité sur de la donnée environnementale, sociale et de gouvernance, tout autant que qu'on publie son bilan financier, c'est un avantage aussi important et attractif pour l'entreprise. Exactement. Donc voilà, écoutez, on voulait donner aussi l'opportunité de poser des questions. Donc on a un petit peu de temps. On a un micro, enfin ça va être sans doute le mien, qu'on peut faire circuler s'il y a des questions. Ah, il y a déjà une question, très bien. Bonjour, je voulais vous remercier pour votre intervention. Une question quand même pour les PME ETI. Dans la mesure où effectivement elles ne sont plus sous la CSRD, elles vont mettre des indications dans la VSME qui ne vont pas être auditées. Donc quelle véracité peut y avoir derrière ces chiffres, derrière cette donnée pour effectivement les donneurs d'ordre dans la mesure où il n'y a pas de vérification derrière. Et j'aurais bien voulu avoir votre point de vue sur le sujet. Oui, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Déjà, le simple fait d'avoir de la donnée sera déjà un plus, puisqu'aujourd'hui, il n'y a rien. Dès qu'on sort du périmètre actuel DPEF, déclaration de performance extra-financière, c'est la rase campagne, il n'y a plus rien. Donc voilà. Après, effectivement, la VSME, donc la norme volontaire pour les PME CSRD, n'impose pas effectivement de faire vérifier ces données, mais c'est une bonne pratique. Ça peut être une bonne pratique et on n'est pas obligé de sortir le commissaire aux comptes à 100 000 euros. On peut tout à fait avoir soit un consultant en fait qui vient faire un audit de vérification ou un OTI qui est bien loin des tarifs qu'on peut avoir sur les très grosses entreprises. On peut faire des audits à blanc. Il y a quand même pas mal de choses qui s'offrent quand même aux entreprises. Et puis Oui, mais c'est ça, c'est tout à fait ça, des audits à blanc. Audit à blanc, vérification, etc. pour rassurer l'entreprise. Parce que c'est vrai que la vérification reste un coût, mais c'est pas non plus un coût énorme. Et on peut aussi envisager, je pense, après 1 ou 2 années à publier, justement de rentrer sur cette question de la vérification, quitte à, si c'est vraiment un enjeu, en discutant avec ses partenaires, de voir si c'est chaque année ou si ça peut être 1 année sur 2 ou autre. Je pense qu'il y a des solutions pour renforcer la confiance dans la donnée, dans l'information, en échangeant avec ses partenaires. Parce qu'au final, c'est ça, en fait. C'est pas tellement ce qu'on fait. Ça, il n'y a pas besoin de la CSRD pour commencer à agir sur le climat, sur la biodiversité, sur les enjeux sociaux. La CSRD, c'est plus un format pour le faire connaître auprès de nos parties prenantes. Donc je pense que l'échange, la communication peut se faire aussi en direct. Je crois que vous m'entendez mal.
il faut que je parle un peu fort. Alors, je vais mettre le micro loin pour que vous entendiez quand même. C'est la deuxième conférence masterclass que j'entends sur la CSRD aujourd'hui. Il n'y a que ici que j'ai entendu parler de gouvernance, de robustesse d'entreprise. Pourquoi est-ce qu'on nous présente donc la CSRD habituellement sous le côté écolo qui est effectivement créé un rejet vis-à-vis des chefs d'entreprise, il ne faut pas se voiler la face. Enfin, on préfère parler robustesse que parler marine tondelier, si vous voulez, dans les comités de direction, pour faire simple. Et c'est la première fois que j'en entends parler aujourd'hui. Et l'autre sujet pour les TPE, PME, est-ce que des gens comme BPI, par exemple, envisagent des démarches collectives? Parce que le consultant dans une toute petite entreprise, c'est énormément de ressources prises pour le chef d'entreprise. Du travail collectif, ça permet aussi de bien avancer. On fait ça. C'est des très bonnes questions. Alors sur les enjeux de robustesse, nous on en parle, donc c'est vrai qu'après on ne peut pas parler pour les autres, donc effectivement, merci. Non mais c'est un élément clé en fait dans lesquels. Sur la deuxième question, c'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, BPI France offre déjà ce genre d'accompagnement collectif ou semi-collectif. Il y a des cohortes qui s'organisent justement pour accompagner les entreprises. Toi, tu en accompagnes, tu en as déjà accompagné, je pense. Après, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est compliqué à organiser parce qu'il faut trouver suffisamment d'entreprises pour faire un groupe. Donc en fait, ce que je vois se profiler, c'est surtout des démarches sectorielles ou de branches, où là, effectivement, il y a une possibilité avec notamment l'UIMM ou des fédérations professionnelles de monter plus facilement des groupes avec une démarche sectorielle. Effectivement, il y a le sujet de la concurrence, mais bon, on peut peut-être passer au-dessus de ça en fonction du typologie d'entreprise. Mais c'est des très bonnes initiatives, mais après, la mise en œuvre, je trouve un peu compliqué parce qu'il faut aussi tenir dans la durée, parce que c'est pas des dispositifs qu'il faut. Il y a un timing, il y a du temps, de la ressource, donc voilà, c'est sur la durée. Tout à fait. Mais vous pouvez aller sur le site BPI France. Alors, il y avait aussi auparavant un dispositif qui malheureusement, je crois, a été arrêté au niveau gouvernemental, pas au niveau BPI, qui étaient les VTE verts, donc des volontariats. Donc c'était 1 an. Subventionné par l'État. Alors il se trouve que BPI France était opérateur. C'est-à-dire que nous, on pouvait mettre en relation une entreprise et un jeune diplômé qui allait travailler, je crois, c'est sur 12 mois ou 16 mois, sur des sujets verts pour des entreprises. Donc ça c'était aussi un sujet. Alors je crois que malheureusement, il est arrêté, mais ce genre d'accompagnement semi-collectif est tout à fait disponible sur le site. On pourra en parler après si besoin, quoi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Alors. Pardon, c'était juste pour apporter un élément de potentielle réponse. Il y a des accompagnements de la CEC aussi qui sont intéressants et qui se font avec plusieurs dirigeants d'entreprise. Qui ont un coût aussi, mais peut-être moins qu'un consultant dans une entreprise. Donc là, on parle de la convention des entreprises. Voilà. Voilà. Puis je pense qu'il y a aussi parfois, puis tu en as parlé, dans les interprofessions, il peut y avoir alors celles qui sont un petit peu plus dynamiques, on va dire, ou en tout cas celles peut-être plus organisées, offrent ce genre d'accompagnement. Je sais qu'il y a certains gros donneurs d'ordre qui ont lancé des programmes vis-à-vis de tous leurs fournisseurs. On le sait parce qu'en fait, on a été à l'origine, en tout cas, on a co-construit les programmes avec eux. Je pense notamment à la SNCF, à Orange, qui ont des programmes extrêmement ambitieux pour former leurs dizaines de milliers de fournisseurs pour que ils se structurent, ils se renforcent sur ces sujets et SNCF et Orange en retour disposent d'informations plus fiables et d'une chaîne de valeur plus robuste, puisqu'on l'oublie aussi, mais ça permet aussi d'anticiper les crises, d'être mieux préparé, d'être plus résilient face à ces enjeux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions Après, on était hyper clair, je crois, de toute façon. Oui. J'ai pas particulièrement une question, mais il y a quelque chose que j'ai retenu. Moi, je fais partie du comité de direction d'une entreprise
qui n'est pas encore soumis à la CSRD. C'est un sujet quand même sur lequel je m'étais penchée. Je suis responsable qualité environnement. C'est une question sur laquelle je m'étais penchée et effectivement je m'y étais un peu perdue. Et ce que je retiens là d'aujourd'hui de ce qu'on s'est dit, c'est que peut-être une des premières étapes, c'est de commencer par la matrice de double matérialité avant de passer à autre chose. Mais voilà, c'est juste une remarque que je voulais faire. Ouais. Et effectivement, même si on ne va pas jusqu'au reporting, c'est vrai que l'analyse de double matérialité, alors on n'est pas rentré dans les détails de la CSRD, les étapes, mais effectivement, c'est tout à fait juste. Le premier passage, c'est le peigne. C'est le gros peigne réglementaire qui est la double matérialité qui permet de filtrer les sujets réellement matériels pour son entreprise, c'est-à-dire réellement importants. Et là encore, pour les PME, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais il y a quelque chose qui s'appelle le portail RSE. Donc c'est portail.rse.gouv, qui est absolument génial. Énormément de ressources. Il y a quasiment un MOOC sur la CSRD. Ils sont en train d'intégrer, si ce n'est pas déjà fait, la norme volontaire. C'est très très pédagogique. C'est totalement gratuit. Et en plus, vous pouvez rentrer au début votre secteur d'activité, votre sirène, je crois. Même, c'est pas envoyé à la direction des finances des impôts, mais vous rentrez votre sirène, le nombre de salariés que vous avez, et ça vous donne toutes les réglementations environnementales et sociales auxquelles vous êtes soumis. Donc vraiment, vraiment très très bien. Il y a un énorme travail qui a été fait de ressources à disposition gratuitement sur ce portail. Et donc il y a de quoi faire déjà pour commencer un petit peu à défricher tout ce travail pour aller vers une démarche déjà de faire sa propre matrice de double matérialité, quitte à se faire un petit peu aider ponctuellement, mais au moins de se dire le plus gros, d'essayer de comprendre et d'avoir de la ressource à disposition. Et encore une fois, en fonction des branches professionnelles, des secteurs d'activité, il y a aussi, je pense, certains groupements professionnels qui essayent d'embarquer leurs adhérents sur le sujet et aussi d'être aidants sur la question. Là-dessus, si vous voulez plus d'infos sur le Bpifrance a organisé en avril dernier Jour E et on a organisé une masterclass que j'ai animée avec la personne qui a lancé Portail RSE et qui l'explique. Donc vous allez voir masterclass, la première masterclass sur la CSRD et vous aurez Claudia qui vous présentera tout le portail. Voilà comment l'utiliser. Encore 2 minutes 44. Si vous avez d'ultimes questions, sinon on peut vous rendre 2 minutes 44 et vous positionner pour la prochaine masterclass. En tout cas, merci à tous et puis bonne conférence. Merci, bonne fin d'après-midi.